Bonjour à tous, parlons net et de médicaments cette semaine avec le professeur Philippe Even. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pneumologue, ancien doyen de la faculté de médecine de Necker et aujourd'hui président de l'Institut Necker à Paris. Et puis critique à la fois de nos systèmes d'administration, de santé et de médicaments, et puis également critique du système de recherche médicale en France. On en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission. À nos côtés, Bruno Rougier, bonjour. Bonjour Olivier. Spécialiste santé à France Info. Alors Philippe Even, dans une interview de l'automne, je crois, au Point, vous disiez à propos des médicaments en France, même pour interdire le cyanure, il faudrait 2 ans. Oui, je confirme. Le système est organisé de telle façon que, bien sûr, il y a sûrement de la corruption ou des influences politiques, passives ou actives, personne n'en doute. C'est pas le problème. Tout cela n'existerait pas, que ça marcherait de toute façon pas. Parce que c'est le grand principe français de la non-responsabilité. Le ministre, il s'entoure de 10, 20, 30 agences. Il y a 900 agences actuellement gouvernementales, il faut savoir. Dans le seul domaine du médicament, il y en a 25. Alors déjà, ça refile le bébé à une agence. Bon, à la tête, on met quelqu'un généralement de radicalement incompétent. Par exemple, un conseiller d'État qui va traiter de médicaments. Il n'a aucune idée de ce que c'est. J'ai beaucoup d'estime pour l'homme. Néanmoins, d'avoir dirigé l'agence nationale, la NPE, d'avoir dirigé les télécommunications, d'avoir été au service contentieux du Conseil d'État, tout ça c'est tout à fait admirable. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le médicament ? Alors il est prisonnier de ses commissions. Alors on en crée une, puis 2, puis 10, il doit y en avoir 45 actuellement dans l'agence. Et puis ça suffit par les commissions. On fait des sous-commissions, puis des groupes de travail. Arrive une information qui peut inquiéter, il faut qu'elle traverse toute cette filière. Il faut des mois. La première commission renvoie à la seconde, à la troisième, à la quatrième, à un groupe de travail, une information supplémentaire, etc. Et en flanc latéral, il y a le service juridique. Le service juridique qui dit « Attention, retirer un médicament, c'est grave, parce que vous fermez un marché, vous réduisez la voilure d'une industrie, vous compromettez l'emploi, et si c'est une industrie française, vous pénalisez éventuellement les capacités d'exportation de la France. Donc, vous ne pouvez interdire que si vous avez la preuve absolue. » Et on arrive à ce paradoxe que autoriser un médicament, il n'y a rien de plus facile, il suffit qu'il ne tue pas dès le premier comprimé, et il va être autorisé, mais le retirer, c'est une autre affaire. Si l'agence va trop loin, ça lui est arrivé avec le Ketom par exemple, qui va revenir bientôt en première ligne, elle est condamnée. Elle est condamnée. Juste pour qu'on sache, c'est... Le Ketom, c'est un anti-inflammatoire et il était condamné et critiqué essentiellement dans ses applications locales avec des complications articulaires, de la photosensibilisation de la peau qui peut être très grave, des brûlures cutanées très étendues. Bon, l'agence avait décidé de le retirer. Recours au tribunal administratif. L'agence gagne. Recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État, dans sa sagesse, il faut toujours ajouter dans sa sagesse pour le Conseil d'État, décide de le remettre sur le marché et condamne l'agence de contrôle des médicaments à payer une amende. Alors à partir de là, comment voulez-vous qu'on arrive à interdire quelque chose ? C'est pour ça que j'ai dit, même le cyanure, le système est construit de façon à ce qu'il faille des mois ou des années pour arriver à le retirer du marché. C'est comme ça qu'on arrive à des dossiers comme celui du Mediator. Exactement pareil. Alors le Mediator, c'est un tout petit peu différent. Il faut remonter en amont, parce que il n'y a pas que retirer du marché un mauvais médicament dangereux. Il y a aussi dans quelles conditions l'a-t-on autorisé ? Pourquoi il est rentré sur le marché ? Alors là, on remonte, vous n'étiez pas né, 1976. 1976, l'obésité on commence à parler de l'obésité comme un problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu de fait ? Il y a eu un médicament en Suisse, il a fait 800 morts, il a été retiré du marché, il appartenait à une grande famille, appelons-la globalement les médiateurs cérébraux, les amphétamines plus précisément. Alors, sortir une deuxième molécule de la même type de famille, c'est difficile. Moi, si on va le faire, mais on va dire qu'elle est autre chose. On ne dit pas que c'est une amphétamine. Et on dit, elle empêche notre intestin d'absorber la graisse. Donc, elle n'est pas mauvaise pour maigrir chez les diabétiques, sous-entendu chez tout le monde qui veut maigrir. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Et c'est un faux nez. Elle va voyager jusqu'à hier, jusqu'à 2009, jusqu'à l'interdiction, sans qu'à aucun moment dans la fiche il ne soit indiqué ce produit est une amphétamine. Mais comment ça peut arriver, ça ? Quand des scientifiques se penchent sur cette molécule, les scientifiques, ils savent ce qu'il y a dans la molécule, donc ils voient bien que c'est soit une amphétamine, soit un anti-inflammatoire, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on peut passer d'un avis scientifique qui dit ce médicament c'est ça, à sur un bout de papier ce médicament finalement c'est pas ça ? C'est la bonne question.
C'était un petit médicament. C'était un médicament d'appoint. Il paraît que ça existe, des médicaments d'appoint. C'est comme si la France déclare la guerre, il faut qu'elle s'allie absolument à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est à peu près ça. Ça ne sert rigoureusement à rien, les adjuvants, sauf à allonger la liste des ordonnances et le prix à payer par la sécurité sociale. Ça n'a aucun intérêt, les adjuvants. Mais enfin, il est vendu comme un petit médicament. On ne parle pas à l'époque. Les accidents sont quand même rares par rapport au nombre de gens qui le prennent. Ça pose d'ailleurs une question. Pourquoi certains font et d'autres pas? Ça, la question n'est pas résolue. Bon, il ne fait pas de bruit. On n'en parle pas, au fond. Il serait mort de sa belle mort, personne n'aurait jamais parlé. Mais il va se passer quelque chose de dramatique. C'est que le laboratoire qui voit que l'obésité est de plus en plus un problème, cette fois, il sort 2 médicaments de suite, le pondéral et l'isoméride, qu'il vend comme des amphétamines, comme coupe-faim. Et là, on va avoir des problèmes majeurs. Finalement, avec l'isoméride, ça sera des centaines de morts aux États-Unis. Et c'est pour ça que, en 98, ça sera long. Il est sorti en 85, il fallait 13 ans pour réagir, alors que dès 1990-92, on avait déjà des preuves évidentes du danger du médicament. Bon, lenteur aux États-Unis, lenteur en France, lenteur partout. 98, toute la famille de médicaments amphétaminiques est interdite. Mais le Mediator, il n'y a pas écrit amphétamine. Tout le monde a oublié que c'est une amphétamine. Et pour le laboratoire, il s'agit de ne pas perdre le marché de l'obésité. Il n'a plus rien, il ne peut plus servir de l'isoméride. Et hop, c'est parti, les visiteurs médicaux vont représenter le Mediator comme un coupe-faim, sans jamais parler d'amphétamine. Et voilà, il repart. Petite vente, faut pas croire. Ça a rapporté 25 millions d'euros par an au laboratoire. Pour un laboratoire, c'est rien. On dit moins d'1% de son chiffre d'affaires. Oui, 0,7 exactement. C'est rien. Mais attention, il y a le monde entier. Naturellement, on ne va pas vendre le produit qui vaut rien en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis. C'est impossible. Mais il y a tout ce monde qui est en train de monter. L'Ukraine, les pays de l'Est, la Russie, la Chine, l'Asie du Sud-Est et même l'Afrique. Et ces pays-là, ils n'ont pas d'industrie pharmaceutique concurrente qui puisse mettre les bâtons dans les roues. Ils n'ont pas de système de contrôle. Ils ont besoin d'un passeport. Le passeport, c'est le médicament, il est autorisé en France. Donc si les Français l'absorbent, on peut l'absorber aussi. C'est l'estampille France qui le fait vendre. Et c'est à l'étranger que Servier va faire son chiffre d'affaires. 86% du chiffre d'affaires du laboratoire Servier, grand exportateur, est un chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Alors, naturellement, on le félicite. Le président de la République le félicite comme un grand industriel qui a apporté l'image de la France, etc. Seulement, il vend des saloperies. C'est bien ça qu'il faut voir. C'est la grosse différence entre les laboratoires américains, suisses et les laboratoires français. Les grands laboratoires américains et suisses, ils ont de formidables molécules. Ils ont fait faire des progrès extraordinaires à la santé publique. Alors à côté, pour vivre, si je puis dire, ils ont beaucoup de poudre de perlimpinpin aussi. Mais ils ont une assise scientifique de grande valeur. Les laboratoires français, il n'y a rien. Vous regardez la liste de ces Serviers, il n'y a rien. Il n'y a que des médicaments qui ne servent à rien. Chez Sanofi Aventis, qui est le numéro 1 français. Sanofi, c'est un peu différent. C'est 10 fois plus gros que Servier. Il faut voir, c'est un monstre. À tout point de vue, du point de vue du chiffre d'affaires, on doit tourner autour de 40-50 milliards par an. Du retour sur investissement, il est comme tous les grands industriels de la pharmacie, il est au premier rang. Beaucoup de gens croient que le nucléaire, les télécoms, l'informatique, le pétrole, c'est au-dessus de l'industrie pharmaceutique. Ils n'ont qu'à regarder les cours de bourse et la capitalisation boursière. Le numéro 1 mondial, avec les banques, il est vrai. L'an dernier, c'était le numéro 1 du CAC 40, Sanofi, devant Total. Il l'était encore les 6 premiers mois de cette année. On n'a pas les derniers chiffres, mais ils sont devant toutes les autres entreprises françaises. Renault est à moins 9%, eux, ils sont à plus 18%. Appuyé sur la demande internationale de médicaments, l'angoisse des gens, la peur de la maladie parfaitement justifiée, c'est un marché de sécurité, c'est un marché refuge, ça tombera jamais, l'industrie pharmaceutique. Tant mieux à certains égards, à condition qu'il y ait en face des autorités de contrôle, des États qui permettent d'éviter les dérapages excessifs. Et malheureusement, ça n'est le cas nulle part, mais moins encore en France qu'ailleurs, puisque vous le voyez bien, on est toujours les derniers à interdire un médicament, quel qu'il soit. Applaudissez quand même le laboratoire Servier, parce que vendre des coupes-fins en Afrique, c'est à la fois magnifiquement cynique et c'est magnifique commercialement. Bruno Rougier. Professeur Even, on va un petit peu globaliser, on a beaucoup parlé du Mediator. Aujourd'hui en France, il faudrait interdire combien de médicaments parce qu'ils ont des effets secondaires dangereux ? Difficile de répondre à la question. Je dis souvent, il y en a vraiment 100 qu'il faudrait retirer tout de suite du marché. Il y a vraiment trop de risques. Il y a combien de médicaments qui sont autorisés? Il y a actuellement à peu près 5000 qui sont autorisés en France.
Il y en a 6 ou 8 000 en Italie, il n'y en a que 2500 en Angleterre, où ils sont beaucoup plus restrictifs, et en Suisse. Aux États-Unis, c'est considérable aussi, moins qu'en France, mais beaucoup. Surtout, la France consomme beaucoup plus que les autres pays. Il y a une pression de l'industrie absolument formidable. On a, avec nos 23 000 visiteurs médicaux, chaque médecin qui reçoit en moyenne 10 visites par semaine, de gens qui viennent leur réciter la leçon, des gens qui ne connaissent rien du tout à la médecine. Le niveau, c'est bac quand ils l'ont, bac plus 1, licence ratée. On en fait des visiteurs médicaux à jupe courte, bon, tout va bien. Mais enfin, réfléchissez à ce que ça veut dire, un médecin qui passe 10 fois 10 minutes par semaine à écouter la leçon. Il n'a rien d'autre pour s'accrocher. Donc sans médicaments dangereux. Moi, je dis sans médicaments dangereux, sans hésiter. Et parmi ceux qu'a signalé prescrire cette semaine, et comme certains l'ont remarqué, c'est comme tous les mois. Je veux dire, tous les mois, il n'y a rien de nouveau dans Prescrire, qui est une revue de qualité exceptionnelle sur le fond. Sur la forme, il pourrait faire un effort de présentation un peu plus agréable. C'est une revue spécialisée. Alors, dangereux parce que mortel ou dangereux parce que effet secondaire très important? Plus souvent le second cas, tout en étant convaincu qu'il y a des accidents mortels, en particulier avec le dernier, qui s'appelle le Fonzilan dans le commerce, le buflomédil, qui est un vasodilatateur artériel. On est dans un domaine absolument effarant. De quoi s'agit-il ? Des maladies ont détruit nos parois artérielles. Elles sont devenues rigides comme du plomb. Impossible à dilater. En plus, elles sont bouchées avec des caillots et du cholestérol plein l'artère. Le sang passe plus. Alors, on va donner un vasodilatateur. Mais on ne peut pas dilater un tuyau de plomb. Alors, ça va dilater toutes les autres artères dans l'organisme. En particulier celle du cœur et celle du cerveau. Et alors, il va y avoir des problèmes. Des pertes de connaissance, des convulsions, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, des arrêts cardiaques, des infarctus du myocarde, etc. C'est un médicament qui dilate les artères saines et qui ne guérit pas la maladie des artères pathologiques. On le sait depuis le début. Sans médicaments dangereux, pourquoi en France ne sont-ils pas interdits ? C'est une histoire qui remonte à 40 ou 50 ans, des habitudes qui ont été prises, le poids formidable politique et j'allais dire même administratif de l'industrie qui a infiltré toutes les structures touchant de près ou de loin à la santé avec un grand talent. Infiltrée, ça veut dire quoi ? Qu'elle y est présente. Elle est présente dans les commissions inter-publiques-privées. Elle est présente dans les grands organismes scientifiques. On a foutu récemment le secrétaire général du syndicat de l'industrie pharmaceutique dans le conseil d'administration de l'Institut national de recherche médicale. C'est un délire absolu. Et tout ça dans l'inconscience totale, parce que toute l'histoire que je vous raconte là, ça fait 10 ans que je travaille, j'écris des livres sur ce sujet et j'ai traduit les livres de mes collègues américains qui ont écrit les mêmes choses, parce que au degré près, c'est un petit peu pareil aux États-Unis. Ces gens sont de bonne foi. Je ne vois pas le crime partout. Le laboratoire, il croit que son médicament est bon. D'ailleurs, c'est le directeur qui décide de le mettre sur le marché, le manager. Mais le service commercial lui a dit, il y a un marché énorme, il ne faut pas le rater. Ces services scientifiques lui ont dit, oh, on a travaillé sur une molécule, elle est très bien, vous savez, elle est très bien, elle va marcher. Ceux qui ont trouvé dans un laboratoire universitaire, au tout départ, l'idée, sont arrivés en disant, on a trouvé un truc. Alors tout le monde se fait mousser à tous les étages, il n'y a aucune compréhension entre les hommes, parce qu'ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même formation, pas les mêmes objectifs. Et le résultat, c'est quand, j'allais dire en toute innocence, j'exagère un peu, je suis gentil, en toute innocence, on fout sur le marché des produits qui n'ont soit aucune utilité, soit des dangers réels, soit les deux à la fois. Alors on fait quoi demain ? On réforme l'AFSAPS, l'Agence française du médicament ? Je crois que le ministre actuel a parfaitement compris et qu'il a vraiment envie de mettre au moins un minimum d'ordre dans ce secteur. Alors on va tenter d'améliorer les choses. Ça veut dire revoir les conditions d'autorisation de mise sur le marché et en particulier l'assortir de ce que, en cas de problème apparaissant, il y aura immédiatement suspension. À ce moment-là, il n'y a plus de recours en droit. À ce moment-là, c'est prévu dans le contrat initial. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. La deuxième chose, c'est de changer complètement la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, ça veut dire répondre au quart de tour, en temps réel, à une alerte qui apparaît. Ce n'est pas de passer dans 36 commissions en 3 ans. Ça veut dire que quand des médecins s'alarment, surtout ce sont des médecins de qualité, et il y en a eu plusieurs pour le médiateur. Ce n'est pas des charlots qui ont dit attention, j'ai vu des... Je veux dire, ce n'est pas des médecins de base qui peuvent se tromper souvent et ils ont toutes les raisons pour le faire. C'est vraiment des gens très expérimentés. Il n'y a pas eu de réaction. La réaction, ça devait être immédiatement. Vous venez, vous racontez votre histoire, vous venez si possible avec le malade. Il y aura 3 ou 4 experts compétents et en plus indépendants de l'industrie. Ça existe, Dieu merci, il y en a beaucoup. Et puis on prend une décision de suspension immédiate si c'est nécessaire.
L'histoire du Mediator est caricaturale. Il y en aura plein d'autres. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui chauffent. Puis c'était pareil avec le Vioxx, puis avec tant d'autres médicaments dans le passé. Il faut réagir au quart de tour. C'est un problème de vitesse, de suspension immédiate et de réexamen du dossier. Écoutez, ça va de soi. Chacun de nous, dans sa sphère particulière, ferait comme ça si un problème apparaissait. Où est la cause? Pourquoi est-ce que c'est justifié? Là, non. On entend les responsables de l'agence nous chanter que tout va bien, Madame la Marquise, tout ça fonctionne. Regardez l'organigramme, comme c'est beau. On a 45 commissions spécialisées. Elles travaillent, elles créent des groupes spécialisés pour répondre à ça. Personne ne prend de responsabilité. Voilà le problème. Est-ce que le danger derrière, ça ne serait pas que le grand public n'ait plus confiance dans les médicaments? Or, il faut le rappeler, c'est grâce aux médicaments qu'on vit plus longtemps aujourd'hui. Ça, c'est une chanson classique. D'abord, on vit plus longtemps à cause des changements généraux de la condition de vie. Mais aussi, c'est vrai, à cause des médicaments. Les grandes thérapeutiques, elles ont été découvertes avant 1985. Depuis, stérilité à peu près complète. Bon, on n'est pas ici pour dire pourquoi, mais c'est un fait. C'est comme ça. Il n'y a plus rien de vraiment important qui apparaisse. La deuxième chose, c'est qu'il faut changer aussi l'esprit des consommateurs. On leur a tellement dit que tous les troubles, ça pouvait être d'origine médicale, y compris les troubles professionnels, relationnels, émotionnels, les fatigues de fin de journée, etc., qui sont inhérentes aux conditions de travail et de transport, etc. Et on continue d'ailleurs à travailler beaucoup là-dessus. On travaille sur le stress, sur tous ces facteurs qui se développent d'ailleurs. Alors tout ça, on veut les médicaliser, et l'industrie est formidable. Elle ne trouve plus de médicaments, mais elle invente des maladies. Actuellement, il y a une liste de à peu près 25 ou 30 maladies pour lesquelles l'industrie propose des médicaments. Vous ouvrez des traités de médecine. Il n'y a pas un mot de ces maladies n'existent pas. La fibromyalgie, je sais pas, les jambes lourdes, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des balivernes. Alors, les Français ont été nourris là-dedans, dans cette culture. Je comprends qu'ils demandent des médicaments. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, ils réfléchissent à ce que ça veut dire un médicament, que 150 000 d'entre eux sont hospitalisés tous les ans, qu'au moins une vingtaine de mille, ça pourrait bien être plus, meurent d'accidents thérapeutiques, qu'un médicament, c'est pas une poudre de perlimpinpin, c'est pas un yaourt avec du sucre, c'est potentiellement très risqué, surtout qu'il faut avoir conscience de ça. Les gens sont plus vieux aujourd'hui, ils ont plusieurs maladies. Avant, ils n'avaient pas plusieurs maladies, ils n'avaient pas le temps, ils étaient tués par l'une d'entre elles. Maintenant, ils ont 2, 3, 4, 5 maladies. Ils ont donc 2, 3, 4, 5 traitements. À chaque fois, 2 médicaments par maladie. Ça fait 10. C'est 10, 12 la moyenne des ordonnances de médicaments. Mais quelquefois, ça monte à 25, 30. J'en ai eu plein sous les yeux. Tous ces médicaments, ils interagissent. C'est pas du sucre, ces médicaments. C'est des molécules chimiques puissantes. Comment ils réagissent les uns avec les autres? Personne ne l'a jamais étudié. Alors, on l'étudie, oui, sur qui? Sur le malade. Et c'est comme ça qu'on a, en particulier chez les gens âgés, des problèmes dramatiques, de gâtisme avancé, de chute dans les couloirs, de fracture du col du fémur, d'embolie pulmonaire, etc., qui s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est vraiment une cause de mortalité. Je ne veux pas affoler. Je voudrais que les Français comprennent qu'un médicament, c'est essentiel, que ça a joué un grand rôle dans l'état meilleur de la santé publique aujourd'hui, qui a 30 ou 40 ans, mais qu'il y a le revers de la médaille et que le bon sens doit régner. Et je souhaiterais que les médecins qui prescrivent, essentiellement les médecins de ville installés comme généralistes, soient plus conscients. Beaucoup le sont. Beaucoup ont le sentiment d'être, il n'y a pas d'autre mot, d'être cocus aujourd'hui. On leur a raconté des histoires. Ils ont prescrit le Mediator. Personne ne leur a dit que c'était une amphétamine. On leur a dit que c'était sans danger. Alors pourquoi pas le prescrire? Le malade, il veut maigrir. Bon, pourquoi pas? Prenez ça. C'est pas drôle pour un médecin tout à coup de découvrir qu'on l'a mené en bateau pendant des années et des années. Donc il y a un effort sur la formation des médecins qui est à reprendre de A à Z. On n'enseigne rien actuellement aux médecins, ni en faculté, et encore moins après, pour les tenir au courant, leur permettre à eux une analyse intelligente et critique des propositions que leur fait l'industrie. Est-ce qu'il y a du côté des médecins, certes, mais aussi du côté, vous parliez aussi de la population, de l'opinion publique, aussi une éducation à la santé qui devrait C'est clair. Attendez, qu'est-ce qu'on attend pour apprendre la santé à l'école? Non, c'est assez stupéfiant, cette espèce de silence radio absolu. C'est vrai qu'on n'apprend plus grand-chose à l'école, je veux bien. Mais quand même, la carence dans le domaine scientifique en général est formidable. Oh non, pas en maths, où quelques-uns arrivent à surnager, à rentrer après dans les grandes écoles. Pour les autres, ils sont dégoûtés des mathématiques à vie, ils n'ont rien compris. Bon, l'histoire terminée. Mais des grands problèmes comme la santé, c'est aussi important que le civisme, que la citoyenneté. Tout ça devrait être des champs ouverts à l'esprit tellement éveillé des gamins dès l'âge de 5-8 ans. C'est à ce moment-là qu'on est intelligent, c'est pas à mon âge. Alors professeur Even, on l'a dit, c'est compliqué pour autoriser un médicament, c'est encore plus compliqué pour l'interdire. Vous avez bien compris pourquoi.
Alors, justement, est-ce que derrière, c'est une question politique, une question financière, une question industrielle, une question d'emploi? Tout, les 3, les 4, les 5. La société est autour de ce problème. La société, ça veut dire en effet la politique, ça veut dire la finance, ça veut dire la santé de l'industrie. N'oubliez pas la santé insolente de cette industrie. On en a parlé au début. Elle pourrait peut-être consentir un certain nombre de concessions et s'organiser autour d'une table pour dire, bon, il y a des choses qui vont magnifiquement. L'industrie pharmaceutique a fait des percées magnifiques. On a besoin d'elle. Les pays qui n'en ont pas en souffrent profondément. C'est un plus remarquable. Il faut veiller à lui assurer des conditions d'exploitation qui soient meilleures que celles qu'on lui fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'histoire de dire un brevet c'est 20 ans, c'est complètement grotesque. Ça a été dit à une époque qu'il fallait 5 ans pour développer un médicament. Il restait 15 ans pour le rentabiliser. Aujourd'hui, il faut 15 ans. Alors il reste 5 ans pour le rentabiliser. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est donc une des choses qu'il faudrait revoir. Il y a beaucoup de choses à faire au service de l'industrie pharmaceutique. Faciliter sa coopération avec les laboratoires de recherche universitaires aussi, c'est quelque chose d'important. Mais en contrepartie, qu'on cesse de foutre sur le marché des médicaments dangereux et inefficaces, uniquement pour faire du blé, encore du blé, toujours du blé, et financer telle ou telle campagne électorale, par exemple. Il y a un point qu'on a peu abordé, et qui est souvent pointé du doigt, c'est la collusion entre certains chercheurs, certains médecins, spécialistes, et ces laboratoires pharmaceutiques qui sont, on va dire, jugés partis dans ces cas-là. Vous qui avez eu une carrière de pneumologue, de directeur de la fac de médecine de Necker, est-ce que vous avez été souvent approché? Est-ce que oui. Comment oui, ça s'est d'autant passé que j'ai siégé à cette commission d'AMM. Et vous avez testé des médicaments? Non, jamais. Jamais. À titre personnel, oui. Non, sur les patients. Non. Il n'y a pas mené d'études pour le... Non. Je pense qu'il faut complètement séparer les choses. On a besoin de scientifiques et de médecins de haute qualité travaillant aux côtés de l'industrie pharmaceutique. Elle en a besoin. Et nous avons besoin que cette collaboration ait lieu pour qu'émergent de nouveaux médicaments et que le progrès apparaisse. Mais il ne faut pas que ce soit les mêmes qui travaillent avec l'industrie, qui soient ensuite les experts pour dire la qualité du travail produit par l'industrie. Il faut absolument séparer les choses. Vous savez, c'est une vieille histoire. Je voudrais dire un mot du centre de transfusion sanguine. Rappelez-vous l'histoire du sang contaminé. On a tiré la leçon. On a créé 2 organismes, il y a un troisième, mais passons. 2 organismes pour contrôler le sang. L'un qui est un organisme qui collecte et produit le sang. Et un autre qui établit les références de qualité, qui fait de la recherche, qui indique comment ça doit être préparé et qui contrôle ce que fait le précédent. Ça marche. Depuis, ça marche. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire actuellement? À les refusionner et à recréer la situation où le contrôleur est le même que celui qui produit. Bon, c'est de l'autocontrôle, ça n'a aucune valeur. Vous avez fait partie des commissions d'autorisation de médicaments. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues au cours de ces commissions qui vous ont choqué? C'est même là que j'ai compris. J'avais rien compris avant. J'ai découvert comment se passaient les choses. L'industrie met 10 ans, mettons, à préparer un médicament. Elle demande de l'autoriser. Elle remet à l'expert, que j'étais occasionnellement, un dossier de 1 mètre de haut. J'avais à l'époque 1 jour et demi pour en faire un rapport de 2 pages, que je lisais en commission en 3-4 minutes. Après quoi, on écoutait l'industrie pendant 3 quarts d'heure, qui venait avec ses conseillers. Après quoi, on votait. C'était accepté ou refusé. Et après quoi, on lisait le journal officiel pour apprendre que le ministre avait suivi ou pas, comme il voulait, l'avis de la commission. Voilà comment ça marche mieux maintenant. Il y a plus d'études des dossiers, plus de temps pour le faire. Les experts reçoivent des rémunérations très modestes, mais enfin, alors qu'à l'époque, c'était entièrement gratuit. De qui les rémunérations? De l'État. C'est pour ça qu'elles sont mineures. Mais on comprend. Vous savez, j'ai certains de mes collègues qui ont pignon sur rue, je veux dire, qui sont des grands spécialistes à Paris, mais qui indiquent le nombre de contrats qu'ils ont avec l'industrie, parce qu'ils sont obligés par la presse internationale. Le Lancet, le New England, vous devez indiquer. De référence. Bon, alors vous trouvez que M. X, M. Y ou M. Z, au moment où il publie, là, dans ce journal, sont sous contrat, ont entre 20 et 50 contrats avec l'industrie. Alors, d'abord, je me demande quel temps il reste pour travailler, en dehors de travailler pour l'industrie, et en particulier de s'occuper des malades, mais il y a deuxièmement, comment voulez-vous avoir une liberté de jugement pour évaluer les produits de vos employeurs?
Ils ont beau dire qu'ils sont très honnêtes, que ça ne flue pas leur jugement, etc. Basta, ça ne tient pas debout. Il y a des experts de même qualité qui ne sont pas sous contrat avec l'industrie. Et c'est ceux-là qui doivent être les experts. Je vous dis, il faut 2 catégories de médecins. Ceux qui coopèrent de façon la plus positive possible avec l'industrie pour l'aider à mettre des bons médicaments sur le marché, et les autres qui ensuite analysent les dossiers et disent c'est bon ou c'est pas bon. On en vient à un autre cheval de bataille que vous avez endossé, c'est la recherche médicale en France, c'est la recherche biomédicale et le financement finalement de cette recherche, puisque vous disiez à l'instant que les experts étaient à une époque absolument pas rémunérés, qu'aujourd'hui ils le sont mais pas beaucoup. Vous avez sorti un livre là, à l'automne, La recherche biomédicale en danger, au Cherche Midi, où vous alliez assez fort contre là encore, les politiques menées en disant il y en a ras-le-bol de la gérontocratie, de l'administration, qui fait qu'en gros en France on ne fait pas de recherche. Vous avez tout résumé. Je veux seulement dire, là encore, que je ne parle pas en l'air. Il y a 12 000 chercheurs en biologie. J'ai étudié le dossier des 12 000 chercheurs sur 10 ans à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils publient. Un chercheur qui ne publierait pas, même s'il découvre la Lune, personne ne le sait, ça n'a pas d'intérêt. Où est-ce qu'il publie? Combien de fois il a publié? Mais surtout, où est-ce qu'il publie? Est-ce que c'est dans des journaux chicots? Est-ce que c'est dans Le Monde ou Les Échos? Ou est-ce que c'est dans le bulletin paroissial de la Basse-Normandie? Les différences sont gigantesques. Bon. Donc j'ai analysé... La référence, ce sont les fameux journaux à comité de lecture, où il y a une vérification du travail qui est fait. Et c'est un travail à la fois conceptuellement très facile. Seulement, quand vous analysez des milliers de dossiers étalés sur 10 ans avec 100 publications par chercheur, c'est un boulot de bénédictin. J'ai rien de bénédictin, mais j'ai travaillé comme bénédictin pour le faire. Et là encore, je donne des jugements, ce n'est pas des opinions. Et ce que je constate, nous avons d'excellents chercheurs de vrai niveau international le plus élevé. D'ailleurs, quand ils fichent le camp, parce qu'ils n'ont pas d'argent ici, quand ils fichent le camp, ils écrasent les gens, les étrangers à côté de qui ils travaillent. C'est de très haut de gamme. Bon. Vous voyez qu'on apprend encore des choses à l'école. Oui, je crois que beaucoup sont des autodidactes. Mais bon, passons. Passons. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place des structures de gouvernance de la recherche qui sont totalement aberrantes. Aujourd'hui, les classements internationaux montrent que la France, hélas, cette année est tombée au 7e ou 8e rang mondial. L'année dernière, elle était encore au 5e. On est en période de dégringolade. J'entends encore les optimistes dire « mais c'est pas mal, la France est au 5e rang mondial, c'est qu'une petite puissance, c'est très bien ». Attendez, on n'est pas au 5e rang mondial, on est au 5e balcon. Hein. Les autres sont au parterre ou dans les loges et nous, on est tout là-haut. On est 5e, oui, mais tellement loin derrière les autres que ça n'a aucun sens, ce genre de classement. Et ça, la cause, c'est les structures qu'on a mises en place, les 200 structures qui jugent la recherche, attendez, toutes aussi responsables les unes que les autres, ne cherchant qu'à perdurer, s'auto-paralysant entre elles, c'est complètement dramatique. Et puis, c'est aussi le problème de l'emploi de l'argent. Sur 100 dépensés pour la recherche, en France, il y en a 15% qui vont à la biologie et à la médecine. Dans tous les autres pays, ça frôle les 50%, entre 30 et 50. Ce qui fait que même avec un certain effort réel dans le domaine du financement de la recherche publique, la France fait un une effort. Réorganisation ces dernières années, notamment l'Agence nationale de la recherche, qui a essayé de centraliser justement un peu les choses et d'éviter que ça soit éparpillé. Vous avez raison. Ce que je juge là, c'est l'état d'aujourd'hui qui est la conséquence de 30 ans de politique d'incurie. Le gouvernement actuel en particulier a fait des efforts majeurs pour avancer dans la bonne direction. Seulement, il risque de s'enliser parce que les résistants sont formidables. Vous avez les syndicats de chercheurs à gauche, parce que tous les chercheurs ne sont pas bons, et quand ils ne sont pas bons, ils se syndiquent. Hein, ils se sentent plus forts à plusieurs que tout seuls. Les inerties universitaires, le goût de l'irresponsabilité, de la paresse, du désintérêt de l'avenir même et du pays et de l'université. J'ai vécu dedans, j'étais vice-président d'université, je les connais comme si je l'avais fait. Hein. C'est désespérant. Alors naturellement qu'il y a des hommes remarquables, mais il n'y en a pas beaucoup et ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. C'est là que se trouve le point clé. L'argent est donné pour des projets farfelus du genre ITER, la dinde volante, la station orbitale habitée, qui n'a jamais servi à rien et on ne sait même pas quoi. Enfin, heureusement, elle va être hors jeu dans 4-5 ans. Il y aura plus à se demander à quoi elle pourrait bien servir. Pour l'instant, on y envoie des clowns à nez rouge qui se font photographier là-haut. Mais... Non, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est. C'est quand même à chaque fois, pour chacun de ces projets dont je vous parle, ITER ou le laser mégajoule, etc., c'est 100 à 150 millions par an. C'est 3 seuls projets. Il y a des chercheurs très sérieux qui travaillent sur ces dossiers et ces domaines qui vous diraient on n'est pas non plus que des farfelus. Pas du tout. Les chercheurs sérieux, c'est les membres de l'Académie des sciences. Pour moi, c'est les prix Nobel. Ils ont tous pris position contre, tous. Claude Allègre, Charpak, Pierre-Gilles de Gênes, Robert Dautrey, Édouard Brézin, Yves Pommeau, Trainer, Sébastien Balibar. Ils ont tous pris position contre.
Ah, mais il y a le lobby derrière. Le lobby, c'est X-Pont, X-Mine, la noblesse en bicorne qu'on a fabriquée. Des ingénieurs qui ne savent rien de la recherche. Ils savent répondre à toutes les questions. Ils sont formidables. Ils sont formés pour ça. Mais qui pose les questions? La recherche, c'est pas de répondre à des questions, c'est de poser des questions d'abord. Et ça, ils ne savent pas. Aucun de ces gens qui sont derrière ces projets n'est un chercheur au sens où il faut l'entendre. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se pose des questions nouvelles, qui cherche à y répondre. Il peut se tromper. Oui, ce sont des techniciens. Et là, ce sont des super techniciens. Non, ils sont de très haute gamme, je vous dis, du point de vue de l'exercice d'ingénierie. C'est des super ingénieurs. Mais je vous dis, ils ne peuvent pas poser de questions. Ils ont été formés comme ça. Ils ont reçu non pas de l'instruction, mais des instructions. Ils sont formatés. C'est fini. Ils ne se posent pas de questions. Ils savent. Et ça, on en crève depuis, j'allais dire, toujours. Tous nos prix Nobel, il n'y en a pas lourd, hein, mais on en a eu en physique, un ou deux en chimie, etc. C'est formidable de voir d'où ils viennent. Il n'y en a pas un qui est passé par le Polytechnique, ni par les ponts, ni par les mines. Même en mathématiques, ils sont tous sortis de l'école normale supérieure ou importés du Vietnam ou de Russie. Hein. Et ils travaillent où? À l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette, qui est à 50% privé. En médecine, c'est pareil. Ça a été où? À l'Institut Pasteur, structure largement privée. Mais dans l'université, il n'y a rien. Dans l'INSERM, il n'y a rien. Dans le CNRS, il n'y a rien. Alors on va me dire, si, M. Albert Fer a eu le prix Nobel de physique il y a 2 ans, il est bien au CNRS. Tu parles. Il dirige un laboratoire commun. CNRS, c'est l'Alouette. Et Thalès, c'est le cheval. Pierre-Gilles de Gênes, c'était pareil. Il travaille à l'École supérieure de physique et chimie de la ville de Paris. Il était complètement indépendant. Georges Charpak, où est-ce qu'il a fait ses découvertes?